Cet épisode de Dans le Pit est une présentation de R1 Marine Sport. Prenez le large avec Yamaha chez votre concessionnaire local R1 Marine Sport. Bonne écoute. Bienvenue dans le pit. Vous aurez remarqué, on a un décor. On a changé de décor un peu, c'est différent. On reçoit une famille au complet cette semaine qui est impliquée dans le monde des régates, la famille Maisonneuve. Bonjour à vous tous. Salut Eric. Moi, j'aimerais savoir, c'est comment de partager la passion avec ses enfants, avec son père, avec la famille? C'est comment? C'est cool. Dans le fond, c'est sûr qu'on est là-dedans depuis un bon petit bout. Ils sont nés pratiquement aux courses avec nous. Fait que, ils ont baigné là-dedans, ils viennent dans le garage. Fait qu'on a eu la possibilité de courser tout ensemble depuis 2 ans maintenant. La classe novice existe aux régates de Valleyfield. C'est la 3e année cet été. Puis Olivier était un des premiers participants, dans le fond, dans cette catégorie-là. Fait que c'est sûr que c'est le fun d'être accompagné de toute la famille, puis que tout le monde puisse s'amuser aussi là, aux courses. Là. Ça s'est présenté comment, le projet? Parce que c'était tout nouveau d'avoir ce type de hors-bord-là dans le circuit de la HRL, d'impliquer des adolescents, mais c'est quoi? C'est un coup de fil de Bob Abbott? Je pense que c'est un peu lui le parrain de... Oui, c'est Bob qui a vraiment lancé la classe novice, dans le fond. Puis ça tombait bien. Nous, on avait eu Mike Grendel, dans le fond, qui est en Grand Prix. J'ai donné un bon coup de main pendant quelques années. Puis il a été très généreux envers Olivier, dans le fond. Comme il l'appelait Big Boy, là. Dans le fond, il a donné un bateau de classe novice, dans le fond, de bateau junior. Puis, fait que lui, il avait déjà son embarcation, Olivier. Puis, dans le fond, c'est pour ça que Bob nous a appelés directement. Il a dit on veut partir ça. Tu veux te soutenir avec, je pense que c'était les soupers spaghetti, là, le jeudi au Regatta Valleyfield, pour promouvoir un peu ça. Puis là, on a recueilli des noms de parents puis de jeunes qui voulaient embarquer aussi à ce moment-là. Puis, il y avait Marc Théoret aussi qui était intéressé, qui était autour avec ses enfants qui ont pratiquement le même âge que les miens aussi, là, qui sont côtoyés aussi aux courses. Fait que c'est un peu comme ça que ça a parti. Fait que, on était déjà peut-être 3-4 certains. Puis après ça, ça a fait boule de neige. C'est ça. C'est comment piloter novice? Tu avais l'embarcation, mais tu sais, une fois de s'asseoir, mais c'est même pas assis, c'est à genoux, en fait. Là, mais t'es installé dans le bateau, c'est quand même particulier, j'imagine? Oui. C'est différent que les autres classes parce que t'es pas assis puis tu pèses pas sur une pédale. Si vous expliquez, puis tu peux entrer dans la discussion aussi, Noémie, quand on parle de la position à genoux, c'est une main sur le volant, une main sur une espèce de manette. Puis la position du corps, si vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne pour diriger le bateau. T'es assis, puis il faut que tu te penches un peu pour que t'ailles un peu plus de vitesse ou plus tu te mets en avant, plus le nez va être couché. Plus tu te mets en arrière, plus le vent il va être un peu levé. Mais là, c'est ça, c'est une main sur le volant, la manette. Est-ce que c'est... Parce que ça peut quand même aller atteindre des bonnes vitesses, là. Est-ce que c'est difficile à trouver la plane? Des fois, oui, mais des fois, si t'es comme trop levé avec le moteur, c'est plus dur, mais sinon, si c'est pas mal trop bas, c'est pas plus facile. Toi, Noémie, je pense que tu t'es ajouté après. Il y a eu une opportunité, je pense que c'était juste Olivier qui était supposé être en novice. Toi, Oui. il y a eu une embarcation, la Abyss Boat, qui s'est présentée. Si tu nous parlais un peu, tu avais vu ton frère, ton père, tu t'es dit, moi aussi, je vais y aller? Oui, ça avait l'air le fun, puis j'aime bien la compétition, fait que je me suis dit pourquoi pas essayer. Et si on revient aux courses, c'est un plus petit parcours. Au niveau du départ, parce que vous avez un peu c'est ce qu'on dit, là, le droit de tout faire avant que le départ se passe. Mais juste nous expliquer aussi, je pense qu'il y a la pige de l'hélice, il y a ça qui est différent. Puis c'est Bob Abbott, je pense, qui est dans vos oreilles, qui parle à tout le monde. Non, on n'a personne dans nos oreilles. Vous avez personne? OK, j'avais cru comprendre que Bob était en communication avec vous. Sinon, c'est ça, il y a la pige de l'hélice. À quel point est-ce que ça change le début de la journée? Ça dépend, parce qu'il y en a parfois qui sont pas très bonnes, donc tu vas avoir plus de misère à embarquer sur la plane. Puis là, il va falloir que tu la changes. C'est pour ça que au début, on a comme un testing pour savoir si on est capable d'embarquer sur la plane. Si, mettons, on n'est pas capable, on va aller changer l'hélice. Qui est le plus stressé dans la famille? Est-ce que ce sont les enfants comme pilote? Est-ce que c'est le chef d'équipe? Est-ce que c'est la maman qui est dans le coin? Là, elle n'est pas au micro, mais elle rigole en arrière. Là. Mais qui est le plus stressé dans tout ça?
C'est probablement la maman. Je me mets à sa place un peu. Dans le fond, je suis plus stressé quand mes enfants pilotent parce que tu es un peu impuissant. Tu n'es pas en contrôle de ce qu'ils font ou quoi que ce soit. Ils sont laissés à eux-mêmes, si on peut dire. Fait que j'imagine qu'elle doit avoir ce sentiment-là pour nous trois, là. J'espère. mais c'est un peu ça. Dans le fond, c'est un peu... le stress est différent, dans le fond, que piloter. Là, moi, je vis un peu les deux scénarios. Fait que quand tu pilotes, tu as un certain stress avant la course, mais une fois que ça part, ben, tu es concentré sur ce que tu as à accomplir, dans le fond, pour conduire le bateau, versus quand tu es au bord de l'eau puis tu regardes tes enfants rouler, tu es là, ouais, là, tourne, ou peu importe. Là, on a tout un stress qui arrive à un accident, puis on ne souhaite pas ça à personne non plus. Fait que c'est ça. C'est un peu... tu es à part au bord de l'eau, puis tu peux pas rien faire. C'est ça qui est un peu plus stressant et plus difficile. Tu abordes le sujet, les accidents, ça fait partie des courses. Noémie, ça t'est arrivé notamment à Valleyfield. Comment est-ce que vous l'avez vécu des deux côtés, autant du côté de la rive, mais du côté de l'embarcation? C'était à Valleyfield, là, il y a environ 3 semaines. Comment est-ce que si tu nous décrivais cette situation-là, Noémie? Je te dirais, avant d'avoir mon accident, quand j'ai vu que quelqu'un avait pris un crochet en avant de moi, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est pas encore. À cause de mon accident avec Crystal Lake, c'était un peu la même chose qui s'est passé. Mais sinon, j'ai plus eu peur que de mal. Et du côté de la rive, Dominique? Bien, c'est sûr, quand on voit un accident arriver, on a vu un splash d'eau, dans le fond, puis là, tu vois un bateau qui est bleu et blanc, ben on est comme la seule équipe qui a des bateaux bleus et blancs. Fait que tu sais que c'est un de tes enfants. Fait que c'est sûr que là, l'inquiétude est grande, jusqu'à temps qu'on reçoive un call de Bob là, qui est en communication avec la tour, puis le rescue boat. Dans le fond, que là, tu as la nouvelle que tout est correct. Il l'emmène par prévention au centre, comme un genre de petit centre pour accueillir les pilotes là, au bord de l'eau. Fait que, c'est sûr, Mélanie est allée la chercher par après. C'est sûr, Noémie, c'est ça, a eu plus peur que de mal, dans le fond, une chance. Même pour Médéric, le garçon qui a fait un crochet, Noémie, elle a frappé le moteur à l'arrière du bateau. Une chance, ça aurait pu être à un autre endroit. On est bien content que tout le monde soit correct, que ce soit juste du matériel qui est brisé un petit peu. C'est tout. Au moment où on se parle, il reste une épreuve. Comment est-ce qu'on se sent dans cette position-là d'être meneur au championnat? C'est super serré en plus. Oui. Il y a à peu près 3 points aux 3 premiers. C'est serré. Mais je suis quand même fière de que j'ai fait cette année pour être premier. Vos amis, ils pensent quoi de ça? Parce que, on vient de le dire, à peu près une quinzaine de personnes, mais ils pensent quoi de vous voir dans le bateau? Est-ce qu'ils sont, je dirais pas jaloux, mais est-ce qu'ils aimeraient ça être à votre place? Je sais pas vraiment si c'est leur style de sport, mais je sais qu'ils sont vraiment impressionnés de ce que je fais. C'est pas mal ça. Noémie, tu viens d'avoir 16 ans. Il te reste une course. Qu'est-ce que tu vas retenir de ton... à quel point tu as eu du plaisir dans ces années-là là, à piloter? Je dirais que j'en ai eu vraiment beaucoup. C'est beaucoup de la famille, les régates aussi surtout, mais aussi la compétition que j'aime beaucoup. Mais c'est pas mal ça. Puis est-ce que c'est ton objectif? On n'en a pas vu encore graduer, en tout cas de la HRL, de la classe novice au inboard 2.5 litres. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire? J'aimerais bien aller plus haut, mais je sais pas ça va être quand, mais j'aimerais ça un jour. Noémie, il y a quand même quelques pilotes féminins en classe novice. À l'époque, c'était Stéphanie Blain qui était la seule à inboard, mais là, c'est surtout en novice qu'il y en a. Sens-tu que tu as un rôle où tu t'inspires peut-être la jeunesse, la relève, justement, que des jeunes filles suivent tes traces? Oui, quand même, parce que j'aime aussi beaucoup piloter, mais ça me fait plaisir de... inspirer, moi. Oui, inspirer des jeunes filles à venir faire la compétition aussi, parce qu'on n'en retrouve pas beaucoup. Comme par exemple, Béa, c'est une nouvelle cette année. Puis ça m'a fait vraiment chaud au cœur quand elle est venue me texter pour me dire qu'elle aimerait ça être plus tard comme moi, puis que j'étais genre son idole. Fait que ça m'a vraiment fait chaud au cœur, puis j'aimerais qu'il y ait plus de filles plus tard dans les courses d'hydroplane, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, puis ça fait vraiment plaisir qu'il y en ait. Bien, effectivement, c'est une belle inspiration. Vous êtes quand même quelques-unes, puis vous êtes compétitives. On a vu toi, Alice, là, je ne pourrais pas toutes les nommer parce que je vais oublier des noms, mais
Vous êtes très compétitif. C'est le fun de vous voir aller sur l'eau avec les gars. Hein? C'est pour ça aussi que j'aimerais que mon bateau, vu que c'est ma dernière année, j'aimerais ça qu'il soit à une fille pour la prochaine saison. Ben, on va le souhaiter. On va souhaiter qu'il y ait une fille qui suit tes traces comme Béa et d'autres. Toi, Dominique, ça fait un petit peu plus longtemps que t'es pilote. Oui. Depuis 2008, tu disais? 2011, dans le fond, Ouais. j'ai commencé à piloter. Auparavant, j'étais dans l'équipe à Pierre-Maheu en Grand Prix. C'est là que j'ai commencé à m'impliquer plus dans le sport, dans le fond. Fait que, auparavant, on jouait avec des petits bateaux téléguidés, là, mais qui est exactement comme les gros hydroplanes. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai commencé en 2011. J'ai fait comme une demi-saison. J'avais commencé à la mi-saison. J'avais eu le bateau d'un de mes amis, Claude Loisel, dans le fond, qui roulait avec ce bateau-là. Puis il n'avait pas pu cette saison-là. Fait que je l'avais repris le bateau à la mi-saison. Fait que, c'est ça, on a coursé 2011, 2012, 2013, 2014 en 2.5. Après ça, on a pris une pause. Fait un peu de mécanique pour un peu plusieurs équipes, là, en 350, en 2.5, en Grand Prix. Puis, après ça, en 2023, on est revenu en 350 pour une année seulement. Là. Dans le fond, on avait eu un prêt d'embarcation de la famille alors. Fait que, on s'est amusé pendant un an en 350. On a quand même bien fait. Là. On a fini 3e au championnat. Puis, après ça, il y a eu l'opportunité du Pro Hydro, qui était à Marc Lalonde auparavant. Marc en avait déjà beaucoup avec son 2.5, tout ça. Il voulait se concentrer sur une embarcation. On a pris le défi de faire rouler ce bateau-là, cette classe-là. On a eu plusieurs embûches. C'est laborieux un peu, mais ça va finir par fonctionner. Je suis pas mal convaincu de ça. À Bournois, on va avoir des bonnes performances, je pense, d'un peu tout le monde. C'est difficile aussi de bien se préparer quand tu fais seulement 4 courses par année. On sort pas beaucoup. Le testing, c'est plus laborieux aussi. Ces gros bateaux-là à mettre à l'eau, etc. Fait que c'est sûr que ça prend un certain temps à être lancé, mais on va y arriver. Si on revient du début, tu as parlé des téléguidés, puis tu as dit c'est exactement la même chose, les modeleurs marins. Qu'est-ce qui t'avait attiré là-dedans? Puis à quel point c'est pareil? Si tu peux établir le parallèle entre ça au bout de la manette, mais ensuite le volant dans les mains? Oui. Dans le fond, oui. Moi, les bateaux téléguidés, dans le fond, c'est mon père qui faisait ça dans les années 70-80. Dans le fond, il était dans les modeleurs marins du Québec. C'est un des plus vieux clubs de RC, là, de trucs téléguidés au Québec. Puis, dans le fond, j'ai vu ça jeune, un peu. On descendait dans le sous-sol, j'allais voir mon père faire travailler sur le bateau, tout ça, puis assembler des bateaux. Il faisait lui-même. Fait que de fil en aiguille, c'est ça. J'ai vieilli un petit peu. Là, je me suis inscrit au club. J'ai bâti mes propres embarcations. La relation entre le bateau téléguidé puis la vraie hydroplane, c'est quasi identique. Dans le fond, quelqu'un qui s'intéresse vraiment aux hydroplanes puis qui veut apprendre sans dépenser une fortune, là, puis ou même acquérir les connaissances que tu as besoin pour plus tard aller en bateau vraie échelle, si on peut dire, c'est carrément identique. T'sais, les ajustements que tu vas faire au niveau de l'hélice, du strut, la turn fin sur le côté, les ailerons en avant, le balancement du bateau, c'est à l'échelle. Là, c'est très, très similaire. Puis, tu peux appliquer ça assez facilement après dans la classe hydroplane. Fait que quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ça et qui va acquérir des connaissances, va t'inscrire dans le club des modeleurs marins du Québec, achète-toi un petit hydroplane, puis tu vas avoir la base pour la suite. Là. C'est aussi simple que ça. Puis même le budget est à l'échelle aussi. Là, ça l'aide un peu. Si tu veux faire des essais, toutes sortes de choses, c'est moins dispendieux. Puis il y a plusieurs pilotes, même de fabricants de bateaux. On parle de Paul Pigeon, exemple. Le bateau Bergeron-Pigeon, ou Pigeon-Bergeron, qui était fabriqué en 5 litres, qui a dominé la classe longtemps, a été construit en modèle réduit auparavant. Puis tu peux encore acheter ce bateau-là exactement à l'échelle d'un 5 litres de l'époque. Il y a des gens qui ont des moules comme Sébastien Caron chez AB2000. Dans le fond, c'est une bonne ressource, mettons, quelqu'un qui voudrait commencer. Fait que, tu sais, oui, c'est des petits bateaux, mais ça s'applique directement aux vrais hydroplanes, là, ce que tu apprends là-dessus. Tu as parlé de Pierre-Maheu, c'est quand même un des grands champions des dernières années. C'est quel impact qu'il a eu sur toi, puis comment il a réussi à t'attirer dans son équipe?
Pierre, c'est un concours de circonstances. Dans le fond, Pierre est venu une couple de fois justement au Modeleur, des petits bateaux. Puis moi, ça fait longtemps que ça m'intéressait, dans le fond, les courses d'hydroplane, les vraies courses. On est des amateurs de bateaux. A priori, les hydroplanes à Valleyfield, c'est les courses qu'il y a dans la région qui est populaire, dans le fond. Fait qu'il venait au petit bateau une fois de temps en temps pour voir ça. Puis, jasais avec les gars, tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai dit, hey, t'aurais-tu besoin de quelqu'un? Là, j'ai fait quasiment comme mon curriculum vitae, ce que j'avais déjà fait des petits bateaux ou peu importe. Puis, il dit, ouais, tu viendras. Puis, c'est avec l'entremise de Serge Leroux aussi, qui est un gars de mini-régate, puis qui est beaucoup impliqué aussi dans les courses d'hydroplane. Fait qu'on a commencé comme ça en 2007. Pierre avait été chercher un bateau Unlimited Light de l'époque à Détroit. T'sais, lui, il est parti avec son père puis un pick-up, puis on s'en va chercher un bateau Grand Prix, puis on ramène ça, puis on s'en va aux courses. Pierre, c'est ça, c'est un gars d'aventure un peu. Fait qu'on a embarqué là-dedans. Puis, dans le fond, en 2007, on a coursé... on a fait la saison complète. Ça commençait l'achat. À l'époque de l'HRL, avait débuté la renaissance de la classe Grand Prix. Puis nous, on était là avec le bateau Balser qui avait été cherché à Détroit. Puis, au fil en aiguille, Pierre a amélioré l'équipement, a acquéri d'autres bateaux. On a bâti 2 moteurs avec l'aide de Serge Blanchette, dans le fond. Puis, on a réussi à faire... je pense qu'on a commencé en 2007, puis on a terminé en 2011. 2011-2012, je pense, Pierre, sa dernière année. T'sais, on a gagné quelques championnats, tout ça. Grâce principalement à Serge, là, ses connaissances. Là, ça nous a donné un joyeux coup de main pour apprendre. Mais Pierre, c'est un pilote aussi assez capable, assez téméraire, assez en contrôle. Fait que, non, on avait bien du plaisir. Là. On était toute une gang de chums, là. C'est lui qui t'a convaincu, à quelque part, de devenir pilote, ou si ça germait en toi? Ouais, ça faisait un petit bout. Tu sais, des fois, tu regardes aller ça comme amateur au bord de l'eau, tu te dis, ouais, comment ça peut fonctionner? Comment je peux arriver dans ce sport-là? Tu sais pas trop comment ça se passe, d'un puits, tout ça, les inscriptions, etc. Fait qu'en étant équipier avec Pierre, là, j'ai vu que c'était quand même assez simple. C'était, tu sais, trouve-toi un bateau, puis t'emmènes ça aux courses, puis tu courses. C'est pas si sorcier que ça. Fait que c'est là que ça a germé tranquillement. T'sais, avec les années, je regardais Pierre rouler. OK, moi, je serais capable de probablement rouler un 2.5. Puis c'est le côté technique de tout ça. Comment je pourrais appliquer les affaires que j'ai appris en téléguidé, justement, sur mon propre bateau. Prendre mes propres décisions aussi là, sur l'équipement. Fait que Pierre avait embarqué Claude Loisel en 2.5 une année ou deux auparavant. Puis, comme je disais tantôt, dans le fond, l'occasion s'est présentée parce que Claude ne pouvait pas faire la saison en 2011. Fait que j'ai racheté son équipement, puis on a fait une demi-saison en 2011, puis c'est là que ça a commencé pour moi en 2.5. Après ça, on a fait, je pense, 2012, c'est ça. Pierre était là aussi. Puis là, je faisais les deux. Dans le fond, je faisais équipier sur le Grand Prix à Pierre, plus le 2.5. Mais ça commence à être beaucoup, là. C'est beaucoup exigeant, un Grand Prix, là. Comme maintenance, puis comme entretien. Fait que... Puis Pierre aussi, dans le fond, ça faisait plusieurs années, puis je pense qu'il voulait se retirer un petit peu. Fait que c'est comme ça que moi, j'ai poursuivi en 2.5 après... Ce qui m'a toujours fasciné, c'est que c'était un bateau sans nom, le 109. Tu étais le seul. Souvent, on a un nom associé aux enfants, conjoints, commanditaires. Toi, le bateau, pas de nom. Si tu peux nous expliquer un peu, c'était quoi l'idée derrière ça? Ben moi, j'avais pas d'inspiration en tant que tel pour trouver un nom. Puis en même temps, je me disais, tu sais, en NASCAR, là, le Jimmy Johnson, il appelle pas son bateau Miss Jimmy, là, tu sais, ou peu importe. Là. Fait que je voyais pas la nécessité de mettre un nom sur le bateau. Fait que j'ai dit, la journée, je vais avoir un commanditaire majeur, ben, je l'appellerai au nom du commanditaire, puis c'est tout. Là. Fait que c'est pour ça, principalement, tu sais, le nom qui m'inspirait, c'était l'angle d'attaque, puis je l'ai transféré à mon fils. Je trouvais ça, je voulais avoir un nom francophone aussi, tu sais, on utilise souvent des termes en anglais, mais trouver un beau nom en français, je pense, c'est le fun aussi, là, tu sais, fait que... mais c'est pour ça, dans le fond, qu'il n'y avait pas de nom, là, j'avais pas osé mettre le nom l'angle d'attaque ou
je préférais avoir un autre commanditaire, mettons, qui va être répété aux courses parce que c'est le bateau Formax Racing, exemple. Fait que c'est répété souvent au lieu de, mettons, l'angle d'attaque qui signifie seulement le nom de mon bateau et non... ça ne représente pas une entreprise ou un truc comme ça. Fait que c'est un peu sur cette optique-là, dans le fond, j'avais pas mis de nom sur mon bateau. Là. Tu nous parlais de tes années en 2.5 puis Formule 2500, notamment 2013, qui est probablement une des saisons les plus dominantes des années modernes. Là, pilote de l'année, notamment. Félicitations. C'est quand même pas... Tu parlais de ton CV tantôt. Ça paraît bien dans un CV. Oui, c'est ça. On l'a fait 2 années de fil, ça, pilote de l'année. Là. C'est quand même bon. Là. Ça, c'est toutes classes confondues. Fait que ça fonctionne un peu. C'est une formule mathématique là, de le nombre de fois que tu es allé à l'eau, le nombre de points que tu as amassé, le nombre de concurrents qu'il y a dans ta catégorie. À l'époque, en 2.5, c'était seulement une classe. Puis on était 24. Là. Fait que quand tu es 6, 7, 8 qui font en finale, il y en a le 2 tiers qui restent sur les remorques. C'est difficile de se qualifier. Là. Ça prend des premières et des deuxièmes. Puis pas trop de troisième parce que tu vas aller dans la consolation. Là. On s'était fait lancer un défi sans le vouloir. Il y a un des compétiteurs qui était venu me voir. Tu étais chanceux parce qu'on a gagné le championnat 2 années d'affilée. 2013, 2014 ou 2012, 2013. Je ne suis pas certain non plus des dates. Là. Mais tu étais chanceux qu'il n'y ait pas eu la dernière course parce que j'ai gagné le championnat, mais d'une façon très serrée. Tu étais chanceux. Fait que là, ce mot-là, moi, ça m'a resté gravé dans la tête tout l'hiver. Puis, on s'est préparé en conséquence pour la saison suivante. Puis, on a pas mal dominé en 2.5. Là. On a gagné 5 finales sur 6, excuse. Puis, la majorité des qualifications aussi. Là, il y avait un pourcentage, je pense que tu m'as dit 94 là, tantôt. Là. Fait que 94 des points amassés possibles là, durant les qualifications. Fait que c'était une très bonne année pour nous. Là, ça allait bien, le bateau allait bien, j'étais rendu habitué avec le bateau aussi. C'était un bon petit bateau, là, ça allait super bien, ce petit bateau-là. Fait que là, on a eu du fun, là, c'est sûr. Quand tu gagnes, c'est tout le temps plus le fun. Mais malgré tout, quelques années plus tard, tu as opté, en tout cas, pour te retirer comme pilote. Tu es allé notamment Mike Grandel, tu en as aidé d'autres par la suite, là, mais c'était quoi l'idée derrière te retirer comme pilote à ce moment-là? Ben, tu sais, la tâche de pilote, c'est quand même simple. Ça dure quelques minutes par jour. Mais la tâche de maintenir une équipe de course complète, on regarde souvent les courses de Draplane comme un événement, une fin de semaine, mais il y a toute la préparation dans la semaine à faire. Autant que ce soit la préparation de l'embarcation ou la préparation de tout ton équipement, parce qu'on est une petite famille, on déménage à chaque fois, à tous les fins de semaine. Fait que là, ça prend un petit motorisé, il faut entretenir la motorisée, etc. Tu sais, préparer le linge la fin de semaine, pacter le stock à tous les fins de semaine, dépacter le stock quand tu reviens. Fait que ça vient lourd. Tu sais. Dans le fond, on course, mais pas seulement on course. On course la semaine aussi, parce qu'on travaille à temps plein aussi, 40 heures semaine. Fait que tu fais ça le soir. À un moment donné, ça vient épuisant, ça vient fatigant, puis à un moment donné, tu perds un peu le plaisir des courses. Ça vient plus le fun, ça devient une corvée. Fait en 2014, c'est un peu ça qui est arrivé. Dans le fond, j'avais plus autant de plaisir, malgré qu'on gagnait et on allait bien. C'était toute la préparation, puis peut-être la pression qu'on se mettait aussi de vouloir garder tout le temps l'embarcation au premier plan, là, tu sais. Fait que on a décidé de prendre un petit break, dans le fond, puis les enfants étaient tout jeunes aussi, fait que ça complexifie aussi à aller aux courses, là, tu sais. Quand tu as un enfant en couche, ça demande un peu plus de logistique que quand tu es tout seul par toi-même, là, tu sais. Fait que ça venait un petit peu plus laborieux, puis on a profité de la jeunesse des enfants pour faire d'autres petites activités là, qui correspondaient plus un petit peu à une famille en bas âge. Ouais. Mais au fil de ces années-là où tu n'étais pas pilote, tu étais quand même une référence. On a parlé de Mike Grandel, Famille Allard, je pense qu'il y a Frédéric Couturier, il y en a plein d'autres qui ont demandé ton expertise. Comment est-ce qu'on on devient justement je ne sais pas si on peut dire un expert, mais en tout cas... Un expert, c'est peut-être un grand mot, mais tu sais, dans le fond, c'est la rigueur que j'avais mis dans mes courses en 2.5. Tu sais, j'ai principalement commencé à faire de la mécanique en 2.5. Puis Grand Prix aussi avec Mike. On a fait, je pense, 2 ans ensemble.
Mais ça, c'est mon expérience avec Pierre puis avec Serge qui m'a permis de pouvoir aider, excuse-moi, Mike. Mais tu sais, c'est le fait d'acquérir des connaissances. Dans le fond, moi, je suis un gars qui veut apprendre, qui veut comprendre. Puis, je vais essayer des choses. Quand je trouve des choses, je vais les garder pour moi pendant un certain temps. Fait que il y a différentes manières d'aller aux courses. Il y a des gens qui aiment ça, aller poser des questions à 1001 pilotes, puis essayer de tirer de l'information un peu partout, puis se faire une bonne idée de qu'est-ce que ça prend. Moi, je suis un petit peu plus réservé, là. On le voit un peu, mes affaires tiennent de moi aussi, là. Fait que, tu sais, j'aimais ça faire mes propres choses, à propre manière. Puis, tu sais, peut-être que je me suis tiré dans le pied une couple de fois parce que je suis allé dans des endroits ou dans des zones que c'était pas nécessaire parce que ça avait déjà été expérimenté. Mais sauf qu'une fois que ça fonctionnait, je savais pourquoi, parce que je l'avais expérimenté par moi-même. Fait que j'ai pu aider comme ça plusieurs amis, tu sais, je choisis les gens que je veux aider aussi, là, tu sais. Fait que quand quelqu'un est intéressé puis qui aime ça puis qui veut apprendre aussi, là, moi, ça me gratifie aussi de transmettre un peu de connaissances puis d'aider des gens qui méritent d'être aidés, là. Fait que c'est un peu ça qui fait que après ma période de pilote, ben, j'ai continué à tourner autour de la série HRL puis d'aider plusieurs pilotes qui ont quand même bien performé, là. Il y en a qui ont gagné des championnats, il y en a qui ont gagné Valleyfield, il y en a, tu sais, c'est ça. Sans nous révéler tous tes secrets, à quel point c'est capricieux un moteur ou est-ce une question de petits ajustements, de détails? Y a-t-il une recette parfaite? Ben, la première recette, c'est de finir tes courses. First finish, puis deuxièmement, finir premier, tu sais. Fait que les gens s'attardent très peu à... Tu sais, c'est tous des petits détails qui fait que ça va bien puis que tu n'as pas d'embûche plus tard. Tu sais, à chaque fois que tu viens pour installer un boulon, ben, tu peux te poser la question, si je le mettrais dans l'autre sens, ça préviendrait-tu quelque chose ou ça m'aiderait-tu? Ou, tu sais, fait que des fois, ça a l'air j'étais un peu des fois exigeant envers mes équipiers, tu sais, pour dire, hey, non, la pine, on la met dans l'autre sens. Pourquoi? Bien, quand on tourne, la gravité, elle nous pousse sur le côté-là, fait que la pine, elle va rester là s'il arrive de quoi, tu sais. Si elle tombe lousse ou si le boulon, l'écrou s'enlève, bien, le boulon va rester là. Fait que, tu sais, c'est tous des petits détails comme ça qui empêchent d'avoir des embûches puis des bris à l'eau. Mais la performance, ça devient pas seulement de la mécanique, ça devient aussi du talent du pilote, de l'embarcation, oui, du moteur, ça reste un sport motorisé, là. Quelqu'un qui n'a pas de moteur, il aurait beau avoir les 3 autres ingrédients, puis ça ne fonctionnerait pas. Fait que, non, c'est ça, c'est vraiment plus d'être attentif à chaque détail. Chaque détail compte. Tu sais, souvent, les gens vont « Ah, j'ai eu un bris, mon fil s'est brisé. » Ben, c'est juste un fil, mais ça fait que tu n'as pas gagné la course ou que tu as eu un pépin, tu es revenu sur la corde, comme on dit. Tu as eu une opportunité, 1 an, Hydro 350. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce défi-là du Pro Hydro? C'est quand même une classe toujours prototype là, qu'on essaie de développer du côté de la HRL. Ben, ce qui est intéressant là-dedans, moi, c'est... Ayant débuté en Grand Prix avec Pierre, c'est un gros bloc Chevrolet. Le Pro Hydro, c'est un gros bloc Chevrolet. En 2.5, j'ai gossé un peu les carburateurs. Ben, on a joué dans les carburateurs un peu. Puis là, ben, on arrive avec un gros bloc à carburateur. Fait que là, je me suis dit, ouais, il me semble que je serais peut-être capable de faire fonctionner ça. Ça n'a pas l'air si sorcier que ça, tu sais. Fait que c'est ça un peu qui m'a attiré. Dans le fond, c'est le défi de faire fonctionner ça. Il est arrivé qu'il y a certains embûches, dans le fond, toutes des petites choses encore, des choses qu'on ne peut pas savoir, des choses que quand tu acquiers une embarcation, ben, tu ne changes pas tout non plus, là, parce que tout a un coût aussi. Fait que il y a des petites embûches qu'on a eues, tu sais, simplement un tuyau d'huile, dans le fond, qui est délaminé à l'intérieur. Là. C'est un caoutchouc à l'intérieur, puis à l'extérieur, c'est en inox. Puis c'était délaminé à l'intérieur, fait que le caoutchouc venait boucher l'entrée d'huile. Tu sais. Mais ça, à part de passer une caméra dans chaque tuyau... c'est juste quand ça arrive. C'est ça, exact. On l'a trouvé avec une caméra, justement, mais on a eu des avaries, tu sais... qui est un peu plate, parce que ça démontre pas le potentiel de la classe. Je pense qu'elle a un bon potentiel. Je pense que là, on a fait pas mal le tour de tout. C'est ça, principalement le Pro Hydro, je pense. C'était le défi de faire fonctionner ça. Puis ça va fonctionner, là.
suis quasi certain. Là. Il y a plusieurs gens qui vont commencer à s'impliquer aussi. Denis Charret avec Guillaume. Monsieur Guy Durand aussi qui s'implique financièrement beaucoup, puis en temps. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça va... tu sais, c'est facile de dire, il y en a tout le temps, il y en a que 2, 3, mais ça a un gros impact quand il y en a un qui ne fonctionne pas la fin de semaine. Là, tu tombes à 2. Quand un paquet de bateaux comme en 350, mettons qu'ils sont 20, 21, bien, qui en pètent 2, 3 dans la fin de semaine, le show ne change pas vraiment. Tandis que nous autres, tu as un stade qu'il faut que tout le monde soit fiable si on veut avoir un show quand même potable. Fait que, tu sais, c'est difficile, là. C'est difficile présentement. Si tu parles entre le 2.5 et le Pro Hydro, au niveau de la conduite, mais de forger l'impact, c'est comment les différences aussi? C'est principalement la grosseur des vagues que tu peux affronter. Tu sais, un 2.5, tu peux voir ça comme un petit go-kart, mettons, qui se promène sur une piste de motocross. Là, un peu, tu vas te faire brasser dans tous les sens, dans tous les axes. Là, aussitôt qu'il y a une vague, ça brasse. Versus un bateau comme un Pro Hydro qui a beaucoup plus d'empattement. On parle d'un bateau de 26 pieds. Fait que la vague, elle peut être pas mal grosse avant que le bateau cherche à bouger sur lui-même. Fait que, dans le fond, c'est ça qui est vraiment la grosse différence, c'est que tu peux passer sur des vagues que jamais tu aurais pensé passer avec un 2.5. Là. Puis, point de vue puissance aussi, la vitesse est plus grande, ça c'est sûr. Un 2.5, on va rouler, les meilleurs vont rouler 100 000 à l'heure, peut-être sur le droit. Mais en Pro Hydro, on parle de 130 000 à l'heure au bout du droit. Il y a des petites améliorations encore à faire pour les sorties de coin. Là. Ça, c'est un autre sujet. Mais la puissance est là aussi. La vitesse est là. Mais point de vue feeling, puis tourner le bateau, ça reste un hydroplane. Ça reste la même technique. C'est juste que c'est plus pardonnable, mettons, point de vue plan d'eau qu'un 2.5. Ouais. 2.5, tu es à la merci d'un coup de vent, tu es à la merci d'une mauvaise vague. Tandis qu'un bateau de classe Grand Prix ou un Pro Hydro, ça passe mieux sur toutes ces conditions-là qui sont peut-être plus difficiles pour les petits bateaux. Là. C'est principalement ça la grosse différence entre les deux types d'embarcations. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous trois? Stage novice qui se termine bientôt. Olivier qui a encore quelques belles années. Un championnat d'entamer. Toi, tu as quelques années déjà de fait. Il t'en reste encore quelques-uns, mais avez-vous des rêves que vous souhaitez accomplir prochainement? Conduire le bateau à ton père? Moi, j'aimerais bien ça bâtir un bateau. J'ai fait des téléguidés, ouais. On va se le dire encore, mais j'aimerais ça en bâtir un 2.5 pour mes enfants. À mon goût, la sécurité à mon goût du bateau. C'est quelque chose que j'aimerais accomplir. Ça demande énormément d'heures, ça demande énormément de temps, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire pour avoir mes enfants qui conduisent dans un bateau qu'on a fabriqué ensemble. C'est pas juste de courir, c'est le temps passé ensemble aussi. Les enfants, moi, je travaille pas sur les bateaux des enfants s'ils ne viennent pas travailler avec moi dans le garage. Fait que ça, c'est une condition. Puis aux courses, ils préparent le bateau. Ça fait partie de l'apprentissage, puis c'est toutes des connaissances qui vont leur servir plus tard aussi dans la vie, que ce soit avec un auto, avec peu importe. Quand ils utilisent un tournevis plat ou un tournevis étoile, que ce soit changer une lumière ou changer un morceau sur un bateau de course, c'est la même chose. Là, fait que ça, c'est important pour moi, mais c'est ça. J'aimerais bien bâtir un bateau pour mes enfants, là, mes jeunes. Là. Fait que ça serait un rêve, puis de les voir courir là-dedans aussi. Si tout tombe en ligne, peut-être qu'on va le réaliser. On va voir. En gros, c'est vraiment un mode de vie qui s'est implanté chez vous. Là, vraiment, les régates, ça fait partie de votre univers au quotidien. J'imagine qu'on en discute toujours matin, midi, soir. Pas mal, oui. Dans le fond, si on n'est pas à travailler sur les hydroplanes, les pleines grandeurs, ben là, on joue avec des petits bateaux téléguidés. Là, on a commencé nos vacances, puis déjà, avant-hier, ben, on était au lac. Qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti des bateaux téléguidés, puis on a joué aux courses. On a fait des courses dans la petite baie. Là. Fait que, c'est ça. On tourne toujours autour des courses d'hydroplane. C'est dur à faire autre chose quand
tout le monde est passionné par ça. Là, on fait ça. Fait qu'on s'amuse. Puis... Ben, je vous souhaite de continuer de vous amuser encore longtemps. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Un grand merci. Plaisir. Bonne fin de saison. Merci, Eric. Ça fait plaisir.